Sans plus tarder, je vais vous présenter notre premier conférencier. Vous faites partie des gens chanceux ce soir, parce que vous participez à une grande première, la première soirée Continuum 2019 ici chez Ingéno. Et notre premier conférencier, vous allez voir, vous le connaissez, vous l'avez vu sur l'information, Jean-Sébastien Janotte. Il est chez Netflix. Il est ingénieur système et logiciel senior chez Netflix. Alors, Jean-Sébastien est un ingénieur logiciel qui est chevronné avec 15 ans d'expérience dans l'automatisation, la surveillance et la gestion de systèmes physiques virtuels ou basés sur le cloud. Au cours des 6 dernières années chez Netflix, ces équipes devaient s'assurer que lorsqu'on appuie sur Play, quand on veut que ça parte, il fallait que ça marche. Il comprend aussi l'accélération permise par les services du cloud computing, les défis de gérer, on s'entend, 24/7 le système, les attentes aussi de 150 millions d'abonnés, d'utilisateurs et la nécessité, bien sûr, de constamment créer de nouvelles pratiques en territoires qui sont parfois inconnus. Avant de joindre Netflix, Jean-Sébastien était ingénieur des opérations de site. Il était pour Electronic Arts, l'un des plus gros producteurs de jeux en ligne. Et des opérations allégées de qualité donnent vraiment du talent de Netflix, la disponibilité qui est nécessaire pour améliorer en continu le produit, l'expérience de l'utilisateur également. Alors, c'est de tout ça que Jean-Sébastien va nous parler. Alors, j'aimerais qu'on l'accueille très fortement. Il est le premier, il casse la glace. Et vous êtes capable de faire beaucoup de bruit, beaucoup plus que quand moi, je vous ai demandé d'en faire tantôt. Alors, s'il vous plaît, veuillez accueillir et surtout bien écouter Jean-Sébastien parce que j'aurai des questions pour vous par la suite et vous aurez peut-être des questions pour lui. Alors, s'il vous plaît, fortement, Jean-Sébastien Janotte! Merci beaucoup. J'aimerais débuter le tout par lire une petite phrase. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire de trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Qui peut me dire c'est qui que l'auteur de cette phrase célèbre? Ou pas si célèbre que ça? Non? Antoine de Saint-Exupéry. Oui, un morceau de robot ici. Ouais, bon. Bon, la mission de Netflix, c'est pas vraiment de construire des bateaux. Ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des éléments, des moments de joie où on crée du contenu original, unique. Mais pour ça, ça prend de l'innovation. Mais c'est quoi de l'innovation? C'est quoi les ingrédients qui sont la source de l'innovation? Un des ingrédients que je crois est assez important, et c'est ce que cette phrase essaie de convey, d'expliquer, c'est la culture de l'entreprise. Chez Netflix, la culture de l'entreprise, on appelle ça « freedom and responsibility ». Qui a déjà entendu parler de la culture de Netflix entreprise? Ah, 1, 2, 3, c'est bon. Bon, moi, il y a des gens pour qui c'est la première fois, c'est bon. Cette culture-là, il y a une façon vraiment simple de la résumer. Un des côtés principaux, c'est ce qu'on appelle le contexte au lieu du contrôle. Le contexte au lieu du contrôle. Donc, des exemples. Mon manager sur Netflix, il ne me dit pas « Bon, là, il faut que tu fasses ça, ça, c'est ta priorité, c'est ci, c'est ça. » Donc, son rôle, c'est de me donner le contexte que j'ai besoin pour prendre la meilleure décision qui est en ligne avec la vision de Netflix. Fait que son rôle, c'est de me donner toute l'information qu'il acquiert en parlant avec les autres équipes, que je n'ai pas d'interaction souvent avec le côté studio maintenant qu'on produit beaucoup d'originaux. Donc, aller chercher tout ce contexte-là et me le donner pour que je prenne la meilleure décision. Chez Netflix aussi, on n'a pas d'échelon côté ingénierie. C'est vraiment juste un échelon. C'est ingénieur senior. Devenir un manager chez Netflix, ce n'est pas une promotion. C'est un changement de responsabilité. Ça, c'est très différent de ce qu'on voit ailleurs. Un autre aspect unique, le concept de vacances illimitées. Il n'y a pas de règle de vacances chez Netflix. Par exemple, quand Rémi m'a appelé et m'a dit « Ah, tu voudrais-tu venir nous parler? » J'ai dit « Ben, j'ai pas eu besoin de demander la permission à personne, à part ma femme, mais personne au bureau. Il n'y a personne au bureau qui m'a dit « J'ai pas de formulaire à remplir, il n'y a pas de procédure. » Tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le calendrier. On a un calendrier partagé où j'ai mis « out of office » de telle date à telle date. J'ai donné le contexte à mes collègues pour dire « Bon, ben là, s'il se passe telle chose avec tel système,
fais ça, telle chose, telle chose. Donc, je donne l'information qu'ils ont besoin pour pouvoir s'en occuper, pour être sûr que je ne me fasse pas appeler parce que j'étais sur appel, théoriquement. Donc, c'est une culture assez unique. Mais comment on y arrive à cette culture? Il y a 3 aspects principaux dont je veux parler. Le premier, c'est qu'il faut définir la culture. Ça a l'air facile, mais il faut la mettre sur papier. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont leur culture complètement définie dans un document. Chez Netflix, c'était ce qu'on appelait le Culture Deck au début, puis ça a évolué à d'autres choses. Ensuite, une fois que c'est défini, il faut l'appliquer. Une des façons de l'appliquer qu'on a chez Netflix, c'est la filtration à la source. Donc, dans le processus d'entrevue, qui est très différent du processus d'entrevue ici, donc il y a à peu près 6 ou 7 étapes d'entrevue. Il y a une de ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle le culture fit. C'est où on valide si la personne va réussir à être performant ou juste à être heureux dans cette culture-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le freedom and responsibility, ça le dit, c'est qu'on a beaucoup de liberté, mais il faut être responsable. Donc, ça prend des personnes matures pour pouvoir to thrive dans ce genre d'environnement-là. La troisième étape, c'est l'évolution. Donc, cette culture-là ne peut pas être fixe. Ça doit évoluer avec le temps, avec le changement d'entreprise, avec l'entreprise qui grossit. Et donc, la culture que vous voyez aujourd'hui, si vous allez sur le site de Netflix, est toute décrite, est un petit peu différente de la culture originale, mais l'essence est la même, c'est vraiment autour de freedom and responsibility. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus techniquement. Une des autres outils qu'on a pour aider à l'innovation, c'est ce qu'on appelle les tests A/B. Il y en a-t-il qui ont déjà entendu parler des tests A/B? Les tests A/B, c'est des tests comparatifs où, si par exemple, je veux lancer une nouvelle fonctionnalité pour Netflix, bien, je vais prendre une portion du trafic et donner à ces membres-là la nouvelle expérience, une portion équivalente du trafic à une autre cellule, donc ce qu'on appelle la cellule contrôle, qui ont la même expérience originale. Et après quelques temps, on compare les 2 résultats, puis on décide si cette nouvelle innovation-là vaut la peine d'être lancée en production. Et si oui, bien, on la lance partout. On teste presque tout. Les images que vous voyez quand vous allez sur Netflix, chaque image, il n'y en a pas juste une, on en a plusieurs, puis on les teste. Des fois, de juste changer l'image, ça peut donner de 20 à 30 % plus de visionnement pour ce titre-là. Il y a un titre qu'on a testé il y a longtemps. Pas un titre, un test qu'on a fait il y a longtemps. Ça s'appelait Max. Moi, je l'ai bien aimé, mais vous n'en avez sûrement jamais entendu parler parce que le test il a échoué. Mais comme quoi, l'intuition d'un ingénieur n'est pas toujours la bonne ou d'un product manager. L'intuition, c'était on a besoin d'une expérience le fun pour essayer de montrer c'est quoi les options à l'usager quand il regarde la page d'accueil de Netflix. Donc, on a créé Max. Max, c'était comme un assistant virtuel qui vous posait des questions. « Hey, as-tu envie de regarder une comédie ou un film d'action? » Puis là, tu dis « Ah, bien, comédie. »« Ah, bien, t'aimes-tu mieux les comédies goofy ou plus romantiques? » Puis là, tu choisissais. Puis là, ça donnait un choix de 3. « Ah, je l'ai déjà vu, lui. Ah, lui, ça sent pas pire. » Puis là, tu choisissais le film que tu voulais voir. Fait que je trouve ça intéressant, mais finalement, ça n'a pas marché. Fait qu'ils l'ont enlevé. Donc, mais ça prend beaucoup d'automatisation parce que s'il faut que chaque fois qu'on fait un nouveau test, il y a plein d'opérations manuelles, bien, l'innovation va être vraiment contrainte par ça. Donc, on a une plateforme de tests qui permet de supporter tous ces tests-là. Puis, à chaque moment, il y a des milliers de tests qui se produisent. Donc, ça, c'est pour les tests A/B. Un autre aspect qui aide à l'innovation, c'est ce qu'on appelle le Full Cycle Developer. L'ingénieur à multiples chapeaux. Vous avez sûrement déjà entendu parler du DevOps, la culture du DevOps. Ça, c'est inspiré du DevOps, donc c'est assez près de ça. Mais le but, c'est, dans la méthode traditionnelle de développement logiciel, on a un groupe qui est responsable de la gestion du produit, des projets, de l'analyse des requis. Ce groupe-là va ensuite donner le contexte à un autre groupe qui est responsable du développement, des tests, et ensuite, il faut préparer les déploiements. On envoie ça au groupe qui est responsable des opérations, administrateur système et de dépannage. Et un autre groupe qui s'occupe du support à la clientèle. Mais chez Netflix, chaque ingénieur est responsable de tous ces aspects-là de son produit. Ce que ça fait, c'est que pour chaque étape, il n'y a pas le transfert, il n'y a pas le jeu du téléphone où l'information est transférée d'un groupe à l'autre, où il y a de l'information qui se perd, il y a du contexte qui se perd. Donc, à chaque étape, on évite cette perte d'information-là. On est aussi très responsabilisé parce que si je suis responsable quand je lance la dernière version de mon serveur, si je ne fais pas du bon travail, bien, c'est mon téléphone qui va m'appeler pendant une conférence. Ça fait que c'est important d'être responsabilité pour que
Quand on a le concept traditionnel où c'est une autre équipe qui s'en occupe, c'est bien facile de dire « Ah, ben là, ils débuggeront ça plus tard, c'est pas mon problème. » Fait que ça donne beaucoup de responsabilité à l'ingénieur. Mais aussi, ça donne aussi beaucoup de responsabilité à l'ingénieur, beaucoup de tâches à faire et beaucoup de connaissances à acquérir. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir de l'automatisation pour pas que ça soit tout manuel et d'avoir des outils qui aident dans toutes ces choses-là. Et donc, mon 4e point est l'automatisation. Pour innover, il faut essayer d'enlever le plus de freins possible à l'innovation. Et l'automatisation est un de ceux qu'on utilise chez Netflix. Là, ça rentre un peu plus dans le technique. Ça, c'est ce qu'on appelle Spinnaker. C'est notre outil de CI/CD qui nous permet de déployer nos serveurs. Fait que chaque ligne verte que vous voyez ici, c'est un pipeline automatisé qui permet d'amener du code à partir de la source jusqu'au déploiement en temps réel. Et ça peut être automatisé autant que l'ingénieur a le désir de le faire, mais ça peut être aussi manuel. Il peut y avoir des étapes où ça demande l'ingénieur de manuellement dire « Oui, c'est bon, tu peux lancer ça en production ». Il y a des étapes qu'on utilise, une des étapes qui est très intéressante, c'est le canary testing. Ça vient du terme de canary qu'on envoie dans les mines pour savoir s'il y a du gaz. C'est le même terme qui est utilisé en informatique aussi pour expliquer comment faire un test. C'est un peu comme un test AB, mais avec des serveurs. Tu as une cellule test, tu as la nouvelle version de ton serveur, tu renvoies un pourcentage X de ton trafic, faible pourcentage pour pouvoir avoir un impact sur les membres, et on compare ensuite les résultats automatiquement. On donne une note, et l'ingénieur peut dire, bon, si la note est au-dessus de 90, lance ça en production automatiquement. Si la note est au-dessus de 90, c'est lancé en production. Sinon, ben, ce n'est pas lancé en production. Donc, l'automatisation, encore une fois, très important. Maintenant, ça, c'est un peu plus en détail ce qu'on voyait plus tôt. Là. Donc, il y a moyen aussi de bypasser les étapes qui sont automatisées. Donc, si on dit, il y a un canary, mais il faut que je lance ça en production maintenant parce qu'il y a un problème, ben, je vais juste le bypasser. Donc, il y a moyen de faire un pipeline qui permet de faire ça. Mais le pipeline, ça, c'est une recommandation. Chaque ingénieur peut décider de comment il va designer son lancement de produit. Les innovations de Netflix, il y en a eu beaucoup, mais il y en a 2 principalement dont je veux parler. En 1997, Netflix a été lancé. Mais les fondateurs, à ce moment-là, leur vision, ce n'était pas de shipper des DVD par la poste. C'était d'être sur le streaming, d'envoyer des films par Internet. Mais en 1997, je ne sais pas si vous en rappelez, mais le dial-up, c'était pas si vite que ça. Fait que c'était pas vraiment une bonne option. La malle était plus rapide que ça. Fait qu'ils ont décidé de commencer en lançant des DVD par la poste. Et en 2007, ben, la technologie s'est développée, la vitesse Internet s'est améliorée et c'était possible de maintenant le lancer. Donc, c'était, je crois, leur vision qui est importante. C'est où on veut se rendre, mais on a des étapes à faire avant ça. En 2013, un autre moment d'innovation, c'était il faut lancer des séries originales parce que si on n'a pas le contrôle de notre contenu, éventuellement, ben, le monde va tout retirer, éventuellement, ce qui est pas mal la semaine prochaine. Il y a des contenus qui vont commencer à sortir, puis il va y avoir moins de contenu sur Netflix. Fait que si on lance plus de contenu original, on va être prêt à ça. Donc, ils ont une bonne vision parce que c'est vraiment ce qui est en train de se produire sur le marché. Tout le monde retire leur contenu parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est mieux d'avoir son contenu puis de faire leur plateforme de streaming. Puis ensuite, il y a eu le lancement international en 2016. Et aujourd'hui, on est rendu à 190 pays, 151 millions de membres. Donc, en conclusion, l'innovation, il faut marcher en direction d'une vision. Mais chaque pas, il ne faut pas se dire, OK, ça c'est la vision, ben on va travailler pendant 2 ans, puis hop, on lance. Non, chaque pas, c'est un déploiement. Ah, test AB, ah, ça n'a pas fonctionné, OK. Déploiement, oh, ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est capable de bouger vraiment rapidement, déployer très rapidement, mais quand il y a un problème, il faut instrumenter tout ça, il faut avoir des métriques partout pour savoir ce qui se passe. Quand il y a un problème, il faut être capable de récupérer rapidement. Fait que le but, ce n'est pas d'avoir une approche où il y aura zéro problème, genre une couverture 100% de mes codes, de mes tests. Je vais tout prévoir. C'est impossible de tout prévoir, surtout dans les systèmes complexes. Donc, l'important, c'est d'être capable de récupérer rapidement. Donc, c'est pas mal ma vision de l'innovation sur ça. Jean-Sébastien, merci beaucoup, mais reste là parce que moi, je vais peut-être initier. Oui, applaudissez-le, s'il vous plaît. Je vais lancer la première question pour casser la glace. Par la suite, vous le sentirez à l'aise et vous me ferez signe. Je vais aller vous rejoindre avec mon micro.
Jean-Sébastien, on ne s'est pas parlé avant, on n'a pas planifié cette question-là, mais dans ce que tu disais, moi, je suivais, puis ça m'intéresse beaucoup d'essayer de comprendre, de voir comment dans les entreprises ici au Québec, et j'avoue que je ne suis pas dans les entreprises de technologie en partant, mais comment on peut faire, selon toi, pour une entreprise ici à Québec, de changer une culture de contrôle par une culture, justement, comme chez Netflix, où les gens ont l'opportunité d'être eux-mêmes, ont l'opportunité de pouvoir s'exprimer, faire grandir la compagnie d'une certaine façon aussi. Tu sais, tu es là ce soir, tu viens comme ambassadeur d'une compagnie qu'on connaît déjà, mais moi, pour être honnête, c'est la première fois que je touche à quelqu'un de chez Netflix, et pourtant, ça fait du bien, là. J'en rêve depuis tantôt. Mais honnêtement, il faut que je vous dise, on est tous des consommateurs Netflix. Alors, la question est lancée. Je te laisserai aller là-dessus et faites-moi signe pour d'autres questions, les gens dans la salle. C'est une excellente question. Et pour être franc, j'ai aucune idée, parce que ce qui est unique chez Netflix, c'est que cette culture-là, elle a été décidée au départ, puis la compagnie a été fondée en fonction de cette culture-là. Donc la filtration, c'est fait pour une énergie très forte pour garder cette culture-là. Si quelqu'un ne fit pas dans la culture, ben après quelques mois d'avoir essayé de s'adapter, si ça ne fonctionne pas, ben on lui donne un chèque, puis on dit bye-bye, merci, puis bonne chance dans tes... Mais dans une compagnie qui est déjà existante, de changer, c'est un défi énorme, puis je suis tout à fait d'accord. Je pense que la personne qui trouve comment le faire va sûrement faire beaucoup de conférences. Parce que... Du moins, et beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient une question? Oui, je m'en viens vous voir tout de suite. Alors, je vais commencer par madame. Quel est votre nom? Maryse Laurando. Alors, Maryse, quelle est votre question? Oui, alors vous avez mentionné que l'innovation, c'est super important. Puis je pense que c'est vrai pour Netflix, mais c'est vrai pour toutes les entreprises aussi. Et puis, il n'y a pas juste les ingénieurs qui ont des idées géniales, mais des gens dans toute l'organisation. Donc, vous autres, chez Netflix, comment vous faites pour demeurer attentifs à les idées innovatrices qui peuvent venir de toutes sortes de niveaux au sein de votre organisation, là? Bonne question. Donc, ce que je peux dire, c'est que le studio, maintenant qu'on a Netflix, maintenant qu'on produit nos originaux, on a beaucoup d'innovation dans comment raconter des histoires, comment comment filmer un film. On a une innovation où on parle à ceux qui font les caméras vidéo, qui filment les films, pour être capable, au lieu de t'envoyer une cassette ou un disque dur, de juste envoyer l'information directement dans nos centres de données. Donc, essayer d'optimiser chaque petite chose. Bien là, on parle avec les télévisions pour optimiser les algorithmes, pour être sûr que l'interface est bonne pour Netflix. Il y a de l'innovation qui se fait dans plusieurs secteurs. C'est sûr que moi, je suis en ingénierie, fait que j'ai plus le focus ingénierie, puis c'est là que je vois le plus d'innovation. Mais en effet, il y a de l'innovation qui se fait d'un côté, raconter les histoires, puis comment amener ces histoires-là aux usagers. Merci de la question, Maryse. Et une dernière question pour Jean-Sébastien. Ton nom, c'est? Bonjour, Philippe Grégoire. Écoute, je suis curieux, quand tu montrais tantôt ton rond avec les... tu sais, que chaque ingénieur, un petit peu, je peux le prendre? Où tu disais que chaque ingénieur a tous les différents rôles, puis tu avais la gestion de produits là-dedans, puis je me demande, ça veut dire quoi? Tu sais, parce que Netflix, c'est le produit à quelque part, mais c'est quoi tu sais, dans une équipe d'ingénierie, c'est subdivisé par sous-produits, puis c'est quoi ces sous-produits-là concrètement? Donc, dans cette équipe-là, le Full Cycle Developer, c'est surtout pour les ingénieurs en infrastructure, donc les équipes dans lesquelles je travaille. C'est quelque chose qui le DevOps, ça exécute surtout pour le back-end. Donc, pour le front-end, il y a quand même souvent de la gestion de produits qui se fait, mais ce n'est pas le rôle. Par exemple, si quelqu'un est responsable de l'interface Android, y en a-tu qui ont vu le titre Bandersnatch, le film interactif? Ben, c'est un Québécois qui travaille dessus. D'ailleurs, c'est un autre Québécois qui est chez Netflix. Puis lui, ben, c'est la seule personne qui est responsable de l'interface Android pour les récits interactifs. C'est pas une équipe, c'est lui qui est responsable de ça. Fait que c'est sûr que ses collègues sont responsables d'une autre plateforme. Il faut qu'ils s'arrangent ensemble pour avoir tout le contexte pour qu'au moins la ligne directrice soit la même sur la plateforme. Donc, ça dépend aussi du département, c'est certain. Il y a des départements qui sont peut-être un peu plus séparés, mais dans la majorité, c'est le modèle qu'on utilise, surtout côté back-end. C'est un produit technologique? C'est un produit technologique, oui, c'est ça. Puis
les sticks sont différents aussi. Quand je disais, bon, on lance un canari, tout ça, quand tu lances une application sur iOS, sur la plateforme iOS, puis qui est déjà dans l'App Store, c'est compliqué de la retirer. Fait qu'il y a un peu plus de tests qui se font dans ces fait que, l'agilité puis l'innovation, c'est vrai que ça dépend beaucoup dans quel secteur, dans quelle part, mais l'important, c'est de bouger le plus rapidement possible. Mais c'est sûr qu'on ne voudrait pas que l'application Android crash à chaque fois qu'il y a un push. Merci Philippe pour la question. Et j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois notre premier conférencier de la soirée, Jean-Sébastien Janotte de Netflix. Merci. Alors, Jean-Sébastien, comment tu vois ça, le changement de culture en entreprise, quand on regarde justement chez Netflix, où vous êtes libre, vous pouvez agir, tu disais toi-même tantôt, tu viens ici, tu ne demandes pas la permission à personne. Donc, quand on considère la culture d'entreprise au Québec, qui est encore un peu contrôlante, donc, comment tu vois ça, le changement potentiel d'une culture? C'est une excellente question. C'est pas facile à répondre parce que changer une culture, c'est un défi énorme. C'est certain, comme j'en parlais un peu avant, la première étape, c'est vraiment de la définir, la culture. Une fois qu'on a la définition de la culture et que tout le monde peut s'entendre que c'est notre objectif, on peut au moins commencer à marcher vers cet objectif. Il y a des trucs qu'on peut faire, des trucs qui fonctionnent, qu'on fait chez nous, c'est les one-on-one. J'ai un one-on-one à toutes les semaines avec mon manager, j'ai un one-on-one à toutes les 2 semaines. Fait que je rencontre mon manager 1 heure par semaine, puis je parle, puis il me dit comment ça va, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Donc son but, c'est de m'écouter pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour m'aider à faire le travail. Donc, ça peut être des choses, des outils qu'on utilise pour essayer de s'approcher de cette culture-là où on écoute l'employé, dans le fond, parce qu'une des mots-clés, c'est qu'il faut être à l'écoute de l'employé, il faut redonner, dans le fond, le contrôle ou devient à l'employé. C'est lui qui est la meilleure personne pour prendre ses décisions parce que c'est lui qui est proche souvent du client ou du produit ou qui peut avoir les meilleures idées parce que ça vient d'en bas, l'innovation. Si ça vient trop d'en haut, ça vient d'en haut et d'en bas. C'est d'essayer de se retrouver au milieu en disant ça, c'est le contexte que j'ai, ça, c'est le contexte que j'ai. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On se voit quelque chose. Est-ce que tu crois que ça peut être possible dans tout type d'entreprise, dans tout type de gestion, ou ça peut être plus difficile dans des cas, des fois? Pas sûr que ça fonctionnerait bien dans l'armée. il y a des concepts que ça prend beaucoup de contrôle, puis c'est normal parce que pour la sécurité des gens. Par exemple, en aviation, si on dit « Ah, mais là, on va l'essayer, cette affaire-là, on va voir si l'avion vole. » Non, tu ne peux pas faire ça. Ça prend plus de contrôle. Fait que, quand la sécurité du public est en question, ben, c'est pour ça qu'il y a plus de procédures. J'ai quand même la chance d'être dans une entreprise ou Netflix où, si Netflix tombe down, ben, c'est correct. Tu parleras à ta famille, tu peux faire autre chose. Fait que je pense que ça ne s'applique pas à tous les concepts, mais dans la majorité des cas, c'est pas tout le monde qui a un travail qui a une influence sur la sécurité des gens ou la vie des gens. Donc, dans la majorité des cas, je pense que faut au moins essayer. Il faut au moins essayer d'amener cette culture-là, essayer de réduire le contrôle parce que ça rend les employés plus heureux. Puis si les employés sont plus heureux, mais ça fait plus d'innovation. C'est comme une chaîne comme ça. Ça fait 7 ans maintenant que je suis chez Netflix, puis la culture, en fait, c'est une grosse partie de cette raison-là. Puis quand j'ai lu la première fois, j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je veux travailler dans ce projet. Ça m'a rendu passionné assez pour rester. Peut-être une petite dernière question à Jean-Sébastien. On voit beaucoup de volonté de changement là, dans les compagnies, mais souvent on se rend compte que la volonté y est, mais les efforts ils sont peut-être moins pour changer justement une culture. Comment tu vois ça? Bien, comme je dis, une fois qu'il a défini la culture, il faut faire un plan pour l'appliquer. S'il n'est pas appliqué, qu'il n'y a pas de plan concret, ça ne se produira pas. On peut juste dire, OK, on s'entend, c'est ça qu'on fait, mais après, personne ne s'en parle. S'il n'y a pas de changement concret, il n'y aura pas d'action. Oui, il faut passer à l'action, ça c'est super important. Comment passer à l'action, mais là, ça dépend de la culture. Il n'y a pas de... Moi, j'adore la culture de Netflix parce qu'elle me parle et je suis compatible avec cette culture-là. Je trouve que c'est la meilleure culture au monde, mais il y a d'autres compagnies qui ont une culture différente puis que tous les employés sont heureux parce que c'est leur culture aussi. On est dans un monde multiculturel. Notre culture, une anecdote que je peux parler, c'est quand on a ouvert notre bureau au Japon, notre culture de candeur, de dire exactement comment on se sent, ça ne fonctionne pas très bien au Japon. Parce qu'au Japon, les gens, c'est très respectueux, tu dis jamais à quelqu'un, tu n'exprimes pas ton désaccord si c'est une personne, c'est très, très hiérarchique et tout ça. Fait que ça a été très, très, très... Puis on a donné des formations pour que les gens réussissent à être capables de fonctionner avec notre culture. Fait que c'est difficile dans un concept international aussi d'arriver
tout ça. C'est d'avoir des outils pour ça, puis de mettre en pratique ces outils. Sébastien, merci beaucoup de ton temps, de ta superbe présence et de tout l'intérêt que tu développes là, autour de Netflix, mais surtout autour de ce que tu es comme personne. C'est vraiment génial. Merci.